Bonjour et bienvenue donc à cette cinquième session sur l'analyse de la valeur des projets d'investissement dans les industries de procédés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avions commencé la dernière fois sur ce que l'on a appelé les incontournables pour la bonne réussite de ce type d'études. Et tout d'abord, bonjour Caroline. Bonjour. La dernière fois, vous nous avez donc parlé du bon timing. De quels incontournables allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, donc, nous allons parler, après avoir parlé la dernière fois du bon timing, nous allons parler du groupe de travail, c'est-à-dire comment constituer ce groupe, comment le dimensionner, donc comment faire participer les différents membres de ce groupe, et un point important, quel est le bon esprit que les différents participants au groupe de travail vont devoir mettre en œuvre pour que tout ça marche. Et puis le point évidemment important, et on va commencer par celui-là, c'est le bon animateur et les qualités attendues de ce bon animateur. Alors ce bon animateur, il a évidemment un rôle essentiel, puisque c'est lui qui va faire en sorte que le groupe marche, ce qui veut dire qu'il doit pouvoir s'imposer, il doit être crédible, il doit établir des relations particulières avec les différents membres du groupe de travail. Et donc, tout ça nous a conduit à identifier un certain nombre de caractéristiques, comme on va le voir donc dans cette présentation, pour que l'animateur puisse être effectivement efficace sur ce type d'études dans les industries de procédés. Alors le premier point, il est évident, c'est que cet animateur doit maîtriser l'ensemble des concepts qui vont être mis en œuvre pour cette analyse de la valeur. Donc l'ensemble des concepts, je dirais d'analyse de la valeur bien entendu, d'analyse fonctionnelle. Il doit bien comprendre tous les principes mis en œuvre dans l'analyse systémique. Et il faut évidemment que cette maîtrise se conduise par la fluidité des débats, la fluidité de la démarche, une mise en œuvre où, à l'évidence, l'animateur va donner confiance au groupe de travail. Deuxième point évident, c'est qu'il doit maîtriser la méthode, maîtriser les outils. Là aussi, il ne faut pas d'hésitation, il faut que tout ça soit d'une fluidité totale pour que le groupe ait confiance dans cet animateur et que les séances se passent bien. Alors, autre point qui nous semble important, c'est qu'il doit disposer d'une grande culture industrielle, puisqu'il va avoir face à lui dans ce groupe des experts des différents métiers mis en œuvre, des membres d'une direction, et donc ça veut dire qu'il doit comprendre rapidement tous les sujets évoqués et donc avoir une maîtrise minimum des différentes techniques mises en œuvre. On ne lui demande pas évidemment d'être un expert de ces techniques, mais il doit bien comprendre comment fonctionne un procédé dans la chimie, par exemple. Il doit savoir ce que c'est que du contrôle-commande, de l'instrumentation, de l'électricité. Il doit avoir entendu parler de problématiques de tuyauterie, de classes de tuyauterie, peut-être de génie civil, etc. Bien entendu, tout ce qui concerne la sécurité, l'environnement, la mise en œuvre d'off-site pour faire fonctionner une unité, ou avoir une certaine expérience des organisations d'exploitation et de maintenance sur ce type d'unité. Voilà, c'est à cette condition qui nous semble une condition sine qua non, qui pourra garder, je dirais, une crédibilité, une légitimité face au groupe de travail. Alors, autre catégorie de caractéristiques qu'on va attendre de lui, c'est des caractéristiques, je dirais, de relations humaines, donc de personnalité, de telle sorte à établir des relations
somme toute particulière à la fois avec le groupe et les différents individus qui composent ce groupe. La première chose qu'il devra faire, c'est évidemment apaiser les tensions, rechercher un consensus. Il aura face à lui des gens qui n'auront peut-être pas la même opinion sur certains points. Il aura face à lui des experts, des directeurs. Et donc, il faut à la fois garder, bien entendu, une relation de proximité avec les différents membres du groupe, mais il va falloir dire aussi quand ça va pas, que ça va pas, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'il faut remettre la réflexion, je dirais, sur la table et faire en sorte que, à un certain moment, le groupe arrive à un certain consensus. Un autre point qu'on va lui demander de faire aussi, c'est de reformuler, de clarifier ce que les membres du groupe disent. Souvent, les gens s'expriment avec leur vocabulaire d'expert, ce n'est pas toujours compréhensible pour tout le monde par le groupe, et donc à un certain moment, il faut reformuler de telle sorte à obtenir l'adhésion du groupe sur tel ou tel point. Voilà. Et puis enfin, bien entendu, on va lui demander d'être un homme, d'un homme de synthèse, hein, d'analyse et de synthèse, de telle sorte que, à un certain moment, on va pouvoir trancher, on le verra dans la méthode, soit sur des variantes potentielles, soit sur des scénarios à proposer à une direction. Voilà, et donc il va, au travers de tout ça, aider le groupe à conclure sur les préconisations issues de l'analyse de la valeur. Alors le deuxième sujet, c'est bien entendu la constitution du groupe de travail, avec une première question qu'on peut se poser, c'est quel est le bon nombre de participants pour réussir une telle analyse de la valeur? Il n'y a évidemment pas de règle, mais on dit que globalement, 7 personnes, c'est un bon chiffre pour conduire une telle étude. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Disons que au-delà de 10, ce sera sans doute trop pour la qualité des débats, et en dessous de 5, ce sera pas assez parce que vraisemblablement, on manquera d'informations. Voilà, donc disons entre 5 et 10 personnes. Alors ensuite, on va constituer ce groupe. Donc, qui va-t-on inviter? On le voit sur le schéma. Il y aura déjà un ensemble de participants qui apparaissent ici en bleu et qui vont apporter leur connaissance des différentes techniques, des différents métiers intéressés par l'analyse de la valeur. C'est généralement, bien entendu, des personnes de l'entreprise, de l'usine. Et on va les compléter notamment par une personne un peu spécifique. On a mis ici en bleu clair ce qu'on appelle l'expert externe, c'est-à-dire celui qui va apporter une connaissance d'expertise peut-être rare et qui va venir ponctuellement, à l'occasion d'une ou deux réunions par exemple, nous parler d'un métier spécifique si on a des besoins. Par exemple, si on parle de filtration, on sera content d'avoir un expert de filtration dans le domaine des filtres à bande. C'est un exemple, mais il permet de comprendre l'idée. Voilà. Alors ensuite, on va avoir bien entendu une personne importante qui est celui qu'on a appelé sur le schéma ici le client. Alors c'est le client au sens des projets qu'on traite, c'est généralement l'exploitant, c'est-à-dire c'est celui qui aura en charge de mettre en œuvre ce qui aura été développé dans le projet après l'analyse de la valeur, pour réussir à obtenir les résultats escomptés. Il va transformer, je dirais, les résultats de l'analyse de la valeur en résultats opérationnels, en marge opérationnelle sur son unité. Voilà. Alors ensuite, on a aussi une autre personne importante, c'est le chef de projet. Donc lui, il pilote son projet et c'est lui qui devra transformer à un certain moment les idées de l'analyse de la valeur, donc les idées issues du groupe de travail en réalité au travers de son projet sur le terrain. Et enfin, on a une autre personne
qui est le décideur, donc c'est globalement le représentant de la direction ou de la business unit. C'est lui qui devra à un certain moment trancher, notamment sur les scénarios qui seront présentés à une direction pour prise de décision finale. La troisième partie de cette présentation concerne donc ce qu'on appelle le bon esprit, c'est-à-dire l'esprit qui devra être mis en œuvre par les différents participants au groupe de travail pour assurer l'efficacité de la démarche d'analyse de la valeur. Alors, ce groupe doit déjà comprendre qu'il y aura deux grandes phases d'analyse, une phase qui va être une phase divergente où on va développer largement la créativité et une phase de recherche de solutions concrètes. Alors dans cette phase divergente, il convient effectivement de faire preuve de créativité, il convient d'écouter les autres, il convient de discuter, de confronter les idées. On peut admettre d'écouter des idées qui peuvent paraître farfelues ou iconoclastes. Il faut les reprendre à son compte. On peut les contester. On peut les amender, apporter ces idées complémentaires pour enrichir l'ensemble. Tout ça est très intéressant et doit se faire évidemment en dehors de toute relation hiérarchique. Voilà. Alors, c'est important de comprendre que parfois des petits gains ou des choses qui peuvent paraître secondaires auront un impact, une fois cumulés avec d'autres gains, auront un impact éventuellement important. J'ai l'habitude de dire que la problématique ici est une problématique, je dirais, multidimensionnelle, où un petit gain sur un axe peut conduire à un gain très important sur un autre axe. Donc il faut accepter d'écouter les autres, de débattre, il n'y a rien d'insignifiant, tout doit être pris en compte à ce stade. Et puis ensuite, on passe à une deuxième phase, cette fois-ci plus classique d'ingénierie, où les idées qui ont été retenues dans la phase créative eh bien, vont se transformer en recherche de solutions concrètes et opérationnelles. Et c'est tout ça qui va constituer ce qu'on verra dans la suite de la méthode, les variantes et les scénarios alternatifs optimisés. Alors tout ça, c'est l'intérêt d'une réflexion en groupe disciplinaire avec une phase divergente bien séparée d'une phase convergente et qui aboutit à une analyse de solutions possibles optimisées. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura intéressé. La prochaine fois, nous parlerons de méthode. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine session. Au revoir.